Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est un plaisir de pouvoir parler de la femme et plus particulièrement de la place qu'elle tient actuellement au sein de la société ainsi que du rôle qu'elle joue dans le développement de Madagascar. Nous avons surtout pour habitude d'aborder le sujet de manière ponctuelle, superficielle ou encore festive. Or, cela mérite largement que l'on s'y attarde de manière approfondie. En effet, nous représentons plus de 50% de la population et l'on peut comprendre aisément l'impact qu'aura notre engagement dans le processus de développement parce que nous représentons la moitié de l'énergie et des talents de notre pays. Par votre présence, il m'est agréable de constater que chacun de vous se sent concerné par le développement de notre pays. Votre venue montre que l'avenir que nous, les femmes, pouvons construire a beaucoup d'importance pour vous aussi. Je vous remercie de vous être joints à nous pour ce moment privilégié de convivialité et d'échange. À mon humble avis, cette plateforme que nous offre l'IEM est idéale pour exposer et partager des idées, des projets, des solutions concrètes et efficaces pour favoriser l'émancipation et le rayonnement de la femme. Ne voulant pas faire un exposé théorique, j'aimerais partager avec vous ma manière de voir ce que la femme malgache représente et vous parler des actions que je mène. Nous pouvons soulever que depuis ces dernières années, la femme prend subrepticement une place importante dans le monde du travail, notamment dans les postes à responsabilité, dans les domaines institutionnels, administratifs, de la santé, de l'éducation, du sport, dans les professions libérales, politiques et artistiques. Par ailleurs, non moins talentueuses, les très nombreuses femmes du domaine artisanal et celles du monde agricole méritent, elles aussi, d'être mises en avant. La place de la femme est d'autant plus importante du fait qu'elle a un rôle d'éducatrice qui transmet les valeurs fondamentales à ses enfants. Il est reconnu qu'éduquer un petit garçon, c'est éduquer un individu, alors qu'éduquer une petite fille, c'est éduquer une nation. Malheureusement, les filles et les femmes sont les premières victimes de l'arrêt prématuré de la scolarité. Parfois, elles sont aussi victimes de violences physiques, telles que les agressions, et pire même, des viols, ce qui est totalement déplorable. Les femmes issues des milieux privilégiés ont pu, grâce à leur éducation et leur formation, accéder à des emplois importants et intéressants, tandis qu'une grande partie ne peut que se résigner aux emplois mal rémunérés. Et la femme est plus souvent touchée que l'homme par la pauvreté. C'est entre autres pour cela qu'il devient urgent d'apporter des solutions. Et si aucune action n'est entreprise, certaines continueront à se contenter de se rabattre sur la prostitution et le tourisme sexuel qui gagnent déjà du terrain. Je perçois la femme malgache comme un être doué d'une certaine sagesse, empreinte de fragilité, de tendresse, de patience et d'endurance, mais également comme un être rempli de courage, de force et de détermination. Tout ceci concourt à faire d'elle une femme de valeur, une femme vaillante, une femme réfléchie. Une maxime malgache le confirme bien. O meu vehivavy endriao, anorenako firenena vanina. Ce qui signifie « Donnez-moi une femme
réfléchie pour que j'érige une nation exemplaire. La femme a la capacité et le potentiel nécessaires pour contribuer au développement du pays. Elle est donc complémentaire à l'homme. Pour développer une nation, on a besoin d'équilibre. La femme représente cet équilibre. Les principales attentes de la femme sont alors essentiellement d'accéder à l'éducation et aux formations qualifiantes qui lui permettront d'exploiter avec motivation son potentiel. L'éducation et l'instruction sont les moteurs de tout développement. Elles insufflent aux citoyens d'une nation l'état d'esprit et la mentalité à adopter pour générer des attitudes qui favorisent leur essor. Le but de ce panel est d'échanger et de partager des solutions pour valoriser la place de la femme, car il est certain qu'elle joue un rôle important dans l'économie. Je suis convaincue que la place de la femme dans une société est un authentique marqueur de niveau réel de développement. J'en appelle donc aux entités qui peuvent prêter attention et accompagner les projets ambitieux qui devraient naître. En ce qui me concerne, j'ai créé l'association FITI en 2010 pour venir en aide aux populations vulnérables et victimes de catastrophes naturelles telles que les cyclones et les inondations, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants à travers des actions humanitaires. Je me suis investie avec ferveur dans des actions relevant des domaines de la santé, de l'éducation, de la préservation de l'environnement, de la promotion de l'entrepreneuriat féminin et du leadership des jeunes, ainsi que de l'insertion des groupes minoritaires. Il est important maintenant de poser et d'ancrer des solutions pérennes. C'est la raison pour laquelle j'ai présenté en Inde en 2017 un projet de mise en place d'une plateforme africaine nommée PAESFA, dont je suis actuellement la présidente. Notre objectif avec les 12 pays membres, en l'occurrence le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, le Kenya, l'Éthiopie, la Tanzanie, le Mozambique, le Rwanda, le Nigeria, le Ghana et Madagascar, est d'asseoir une économie durable au profit de l'Afrique. Nous voulons unir les forces et les moyens pour le développement de l'éthanol, qui est une énergie renouvelable obtenue à partir de la canne à sucre qui va remplacer le charbon de bois. Grâce à ce projet, la déforestation diminuera. Sur le plan économique, il générera de nouveaux emplois pour les femmes à travers le continent. Il réduira le taux de mortalité des femmes et enfants qui ne seront plus sujets aux infections respiratoires dues à la fumée. Ainsi, je tiens à encourager davantage chaque femme malgache à rester optimiste. L'optimisme est un état d'esprit qui nous pousse à avoir la force nécessaire pour pouvoir atteindre nos objectifs. Être optimiste, c'est poser un regard positif sur le monde qui nous entoure ainsi que sur l'avenir. Pour conclure, je citerai les actions que je considère prioritaires à entreprendre. La construction d'écoles et l'aménagement des centres scolaires. La sensibilisation à la scolarisation des filles. La formation professionnelle pour les femmes qui ne peuvent pas faire des études supérieures, incluant bien entendu les femmes du monde rural. Le développement de l'artisanat, la lutte contre la malnutrition et le VIH/SIDA. Nous, les femmes, nous faisons partie des acteurs indispensables au développement de Madagascar. Il est grand temps pour nous de nous affirmer.
Osons exprimer que nous avons une seule vision et parlons d'une seule voix pour l'avenir de notre cher pays. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci Madame Radvolina. Merci pour ce discours conscient, optimiste et valorisant pour ce capital humain que représentent les femmes aujourd'hui à Madagascar. Je vous propose de poursuivre ces discussions avec Astoudia, que j'invite à rejoindre la scène. Astoudia est directrice du cabinet d'Albergue en Côte d'Ivoire et elle est spécialiste des questions de genre. Bonjour à tous. Après le passage de Madame Radzoel, ça va être difficile d'être plus inspirante. Donc, je vais vous demander de l'applaudir encore une fois parce que son discours était... Alors, peut-être une des choses que moi je peux apporter, ce sera gérer un regard un peu international et ensuite une touche très personnelle quand on parle de la femme et ce que la femme peut apporter dans une société. Quand je parle de l'international, beaucoup de gens sont aujourd'hui en train de se rendre compte de l'importance des femmes. Et même au début du XXe siècle, Mao Zedong disait « les femmes soutiennent la moitié du ciel ». Donc ça veut dire qu'elles sont cruciales dans toute société et dans toute communauté. Le fait qu'il ait dit la moitié veut dire autre chose, c'est qu'il y a une deuxième moitié. Donc cette deuxième moitié, c'est les hommes. Donc le travail des femmes est vraiment en complémentarité avec celui des hommes. Donc quand on parle de bâtir une nation, ce sont les hommes, ce sont les femmes. Heureusement, malheureusement, en Afrique, souvent, on oublie notre rôle de femme dans le développement et dans le développement économique. Et le but de ce panel, c'est vraiment de rappeler à toutes et à tous qu'on a tous quelque chose à contribuer et qu'il est important de permettre aux femmes de réaliser leur potentiel pour que Madagascar puisse réaliser son potentiel. En parlant de perspectives, je dirais, un peu plus personnelles, excusez-moi, j'ai envie de marcher un peu, mais le micro ne veut pas partir. Pour moi, une des raisons pour laquelle je suis aujourd'hui devant vous avec un parcours qui peut paraître intéressant et, je dirais, accompli, c'est en grande partie grâce à ma mère. Donc, si vous voyez sur la photo, c'est elle qui a bâti ce que je suis aujourd'hui. Et c'est pour moi l'illustration du travail qu'une femme peut faire, non seulement pour elle-même, mais pour sa communauté, pour ses enfants, pour sa famille. Donc je vais peut-être vous raconter un peu son histoire. Donc ma mère était institutrice au Sénégal. Elle s'est mariée avec mon père parce qu'il était beau, intelligent et qu'elle était amoureuse. C'était très bien. Donc, je suis très contente qu'ils se soient rencontrés et qu'ils se soient mariés. Parfait. Oh, je peux bouger? Oui, parfait. Je préfère marcher. Donc du coup, quand elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants avec mon père, 2 premiers enfants. Et les choses ont commencé malheureusement à se dégrader pour multiples raisons. Et en tant que bonne femme sénégalaise, tout le monde lui conseillait de rester dans son mariage et de supporter. On a un mot pour ça, c'est mougne. Donc mougnel, 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 reste. Je pense que si ça n'avait été que pour elle, elle serait restée. Mais quand elle a regardé ses enfants, le potentiel de ses enfants et ce qu'ils pouvaient faire, elle s'est dit non, il va falloir que moi j'aille faire ce que je dois faire pour qu'ils aient l'avenir que je souhaite qu'ils aient. Tout à l'heure, dans les discours d'ouverture, on disait on veut un meilleur avenir pour Madagascar. Cet avenir, il faut aller le chercher. Et ce n'est pas forcément en restant dans ce qu'on connaît, dans notre zone de confort, comme on dit, qu'on peut arriver à le faire. Donc elle a eu le courage, de quitter son pays, elle a eu le courage de quitter son mari, elle a eu le courage de recommencer à zéro à Paris, en France. Elle était institutrice, comme je vous le disais, au Sénégal. Quand elle est arrivée en France, ses diplômes n'étaient pas reconnus. Et donc, elle a dû recommencer au bas de l'échelle, d'abord en utilisant un des talents qu'elle avait. Elle savait faire de très belles tresses. Donc, elle s'est baladée dans tout Paris pour tresser des gens. Et la deuxième chose, elle est devenue agent de service dans un collège et dans un lycée. Et ça, c'était vraiment pour se dire qu'est-ce que je dois bâtir comme fondement pour permettre à mes enfants d'avoir un meilleur avenir. Au bout de 5 ans de travail ardu et d'aller-retour avec l'administration française, ceux qui ont eu des interactions avec l'administration française sauront à quel point c'est difficile, elle a réussi à nous faire venir, mon frère et moi, à Paris, en France.
Ça, c'était pour elle une première victoire. La deuxième victoire, elle n'a jamais oublié son but et son rêve et sa vocation, qui était d'être institutrice. Donc, à 45 ans, elle a repris ses études, elle est repartie à l'UFM, elle a repassé 7 fois le concours de l'UFM, et au bout de la 7e fois, grâce à sa persévérance et à sa détermination, elle a eu ce concours-là. Et donc, elle s'est retrouvée à 52 ans, maîtresse d'école, comme elle voulait le faire. Cette histoire-là, c'est aussi, pour moi, ça a été un exemple de... Il faut savoir ce qu'on veut et il faut se battre pour aller vers ce qu'on veut. Le fait qu'on soit femme ne diminue pas notre valeur. Bien au contraire, on a en nous, et ça c'est une des chances qu'on a, cette force et cette résilience qui nous permet d'aller vers ça. Et donc, je donne cet exemple-là juste pour... C'est un exemple modeste, un exemple petit, mais c'est ça qui m'a permis, moi, d'être là où je suis aujourd'hui. Si elle n'avait pas fait ce sacrifice-là, si elle n'était pas allée au bout de ses rêves, je n'aurais pas eu cet exemple-là tous les jours et je ne me serais pas battue pour être là où je suis aujourd'hui. C'est elle qu'il faut applaudir. Le deuxième point, c'était vraiment un peu plus sur une perspective plus internationale. Madagascar ne diffère pas quand on parle de la place de la femme et de la valeur de la femme des autres pays. Aujourd'hui, de plus en plus de pays africains se rendent compte de la valeur de cette femme-là et mettent en œuvre des actions pour permettre à ces femmes de réaliser leur potentiel. Un des exemples qu'on aime beaucoup citer en Afrique pour beaucoup de choses, c'est le Rwanda. Mais le Rwanda, c'est aujourd'hui, si vous regardez le Parlement, le premier pays africain et le premier pays au monde à avoir 50% de femmes qui sont à ces postes-là. Ce qui veut dire que la femme doit être aux plus hautes sphères quand il s'agit de prise de décision. Encore une fois, je reviens sur le point, c'est de la complémentarité. Quand on prend le Rwanda comme exemple pour l'énergie, pour la reconstruction, pour le leadership, pour tout ce que vous voulez, c'est de la complémentarité et c'est de reconnaître le rôle que chacun d'entre nous peut jouer. J'aime beaucoup, encore une fois, je vais prendre l'exemple de Madame Radziwiłł et de son mari. Je pense que beaucoup de gens voient une grande complicité, un travail d'équipe. Et je pense que c'est ce travail d'équipe qui fait la différence. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est d'encourager l'équipe malgache, hommes et femmes, à travailler ensemble pour cette émergence-là. Le deuxième point, c'est, donc je suis aujourd'hui maintenant basée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire m'a permis de voir aussi comment est-ce que les femmes étaient partout. Quand on regarde les chiffres, on a presque 70% des entreprises qui sont en fait gérées par des femmes. Attention, ce chiffre cache autre chose, c'est que ce sont essentiellement des entreprises, des micro-entreprises, des entreprises mono-personnelles, et les femmes sont en fait par défaut et par essence des entrepreneurs. Quand vous prenez la vendeuse de fruits ou la vendeuse d'escargots au marché, c'est une entrepreneur. Elle le fait pourquoi? Parce qu'elle doit contribuer économiquement à sa famille, mais qu'elle doit aussi contribuer économiquement à sa société. Et l'idée de empower les femmes, c'est vraiment de sortir de cette informalité et de prendre tout ce potentiel et de le mettre sur des actions qui ont le plus de valeur ajoutée possible, pour que tout ce travail qui est fait quotidiennement de façon ardue puisse profiter encore plus aux différentes nations. Si je prends l'exemple du Ghana, un des points qui a été mis en avant dans l'inclusion et dans l'autonomisation des femmes, c'était faire que les femmes aient accès au financement. Tout à l'heure, vous allez avoir un panel de jeunes et moins jeunes entrepreneuses malgaches, et une des contraintes dont elles vont discuter, ça va être l'accès au financement. On se rend compte que les idées sont là, on se rend compte que la volonté est là, et que souvent ce qui freine les entrepreneurs, femmes ou hommes, mais particulièrement les femmes, c'est l'accès au financement. Souvent, ça peut être lié au fait qu'on n'a pas de garantie, parce qu'on n'a pas de terre, on n'a pas de biens immobiliers, ou on n'a pas le soutien financier qui nous permet de démarrer. Au Ghana, il y a eu des actions particulières qui ont été faites pour cette inclusion financière des femmes, pour cette autonomisation financière des femmes. Et aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, on a de façon formelle 50% des femmes qui sont chefs d'entreprise. Et là, je ne parle plus seulement de micro-entreprises, mais d'entreprises généralement. Donc, ces exemples nous montrent que c'est fait, ça a été fait, c'est en train d'être fait, ça peut être fait, et ça peut être fait à Madagascar.
Hier, quand j'ai rencontré les panélistes qui vont intervenir tout à l'heure, j'étais vraiment surprise et émerveillée par tout ce qu'elles avaient réussi à accomplir, je dirais presque toutes seules, de par leur volonté, et ici à Madagascar. Et je pense qu'elles seront encore plus les meilleures pour en parler, donc je ne vais pas m'attarder sur la scène. Juste un dernier exemple, encore une fois, pour donner peut-être un exemple de ce qui peut être fait ou de ce qui a été fait. Au Sénégal, on a monté avec 70 autres femmes un club d'investissement féminin qui s'appelle le Women Investment Club. On va vous passer une vidéo qui va vous donner un peu un exemple de ce qu'on veut faire, comment est-ce qu'on l'a structuré. Ça peut être quelque chose qui est réplicable un peu partout en Afrique, mais je vous laisserai voir dans quelle mesure est-ce que c'est adapté au contexte malgache. Donc si on peut passer la vidéo. Nous étions une poignée d'amis il y a bientôt 2 ans qui avions décidé à l'occasion de la journée de la femme de faire quelque chose qui puisse avoir un impact sur la vie des femmes en Afrique. Et donc c'est de là qu'est née l'idée du week et je suis heureuse de voir que nous sommes maintenant 70 membres. Nous avons pu réunir une épargne d'environ 350 millions que nous voulons mettre au service des femmes, du développement de l'entrepreneuriat féminin. Aujourd'hui, nous sommes dans une réflexion très poussée pour la mise en place d'un fonds syndiqué qui va permettre à des femmes et à des personnes qui ne sont pas membres du WIC de mettre de l'épargne, des investissements dans des startups ou des entreprises dirigées par des femmes, créées par des femmes, où il y a des femmes dans le conseil d'administration, ou des entreprises qui ont tout simplement un très fort focus sur les femmes. Au-delà du ressort financement, l'investissement solidaire, le coaching et le mentorat nous permettent et nous permettront encore demain d'avoir réellement un impact. Nous arrivons à influencer positivement des trajectoires de femmes sénégalaises, je dirais même africaines. N'oublions pas que quand une femme réussit, c'est toute la société qui réussit. Sur ce, chères sœurs, je vous souhaite beaucoup de succès. Le WIC est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce qu'en tant que femme, je trouve que cette idée est assez noble de pouvoir aider nos sœurs à pouvoir développer leurs activités et également à pouvoir contribuer à la croissance dans leur communauté. À travers le WIC, nous espérons inspirer beaucoup de femmes à entreprendre. On le dit, l'entrepreneuriat est la voie du futur. Et donc c'est en entreprenant que nous pourrons avoir un impact très positif et significatif dans notre société. On parle souvent d'émergence et donc cette émergence-là également passera par l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat des femmes. Je suis persuadée que c'est cet entrepreneuriat féminin qui nous aidera à finalement parvenir à l'émergence de ce pays. Donc voilà un peu pour le moment l'histoire du WIC et nous espérons que plus de femmes vont venir se rejoindre à nous, mais également d'autres personnes qui juste croient en la cause féminine et veulent appuyer ces entreprises dirigées par des femmes. Il a déjà été démontré que lorsqu'une femme fait partie d'une entreprise, les résultats sont meilleurs, les prises de décision se passent d'une manière différente qui va vers des résultats beaucoup plus positifs pour les entreprises. Donc, rejoignez-nous dans cette aventure. Voilà l'exemple de ce qu'on a pu faire au Sénégal. Encore une fois, c'est juste un exemple parmi d'autres. Si vous regardez sur le continent, c'est un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur. Et beaucoup de femmes voient la valeur qu'elles peuvent apporter, encore une fois, à leurs économies et à leur communauté. Je vais m'arrêter là, parce que j'imagine que je suis déjà allée bien au-delà. Je pense qu'il est important, encore une fois, d'écouter le message d'entrepreneurs malgaches qui ont commencé ce chemin-là.
Et ensuite, s'il y a des questions de l'assistance, nous pourrons également les prendre. Donc, je vais inviter Nashwat à inviter nos panélistes. Merci Astou pour ce partage d'expérience très riche et très inspirant. J'aimerais maintenant appeler 4 femmes émergentes qui vont partager avec nous leur parcours, leurs difficultés et leur cheminement professionnel. J'appelle donc Gabrielle, Iris et Yal, et aussi Soul, à monter sur scène. Astou, Parfait. Ouais. la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais, les exemples d'ailleurs, c'est très bien. Les exemples d'ici, c'est encore mieux. Encore une fois, j'ai été émerveillée lorsque j'ai rencontré ces dames hier. Et j'aimerais vraiment leur laisser la parole pour qu'elles nous racontent leur parcours, leurs expériences. Et ensuite, il y aura quelques questions sur les contraintes qu'elles ont pu rencontrer, pas seulement en tant que femmes, mais en tant qu'entrepreneurs. Et ensuite, quel est un peu leur call to action par rapport à ces parcours-là. Donc peut-être, Gabriella, on te laisse commencer. Vas-y. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter d'abord. Je suis ici en tant que présidente de AFEX, Afrique Agro Export. Je suis aussi directrice et dirigeante de la société Floribis en agroalimentaire. Et en 3e membre, je suis gérante de la société Sobec en maroquinerie de luxe, en transformation de peau et exportation. C'est tout un plaisir pour moi d'abord d'être là aujourd'hui parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la femme malgache en elle-même, sur son investissement personnel, la manière dont elle fonctionne à Madagascar, dans la société malgache. Je suis donc très honorée d'être là aujourd'hui pour vous partager mes expériences, ce que je vis au quotidien et de quelle façon j'y suis arrivée. J'ai un parcours qui est pas très commun. J'y suis née à Madagascar, je suis partie à l'adolescence, donc en France. Je me sens donc déjà, par rapport à ce parcours, privilégiée, par rapport à certains de mes compatriotes. J'ai suivi une formation en administration et en communication qui m'ont amenée à intégrer le groupe L'Oréal pour mes débuts professionnels. Ensuite, pour une histoire très, très belle, je dirais, je suis revenue à Madagascar. Rentrée dans mon pays, j'avais envie, par rapport à ce que j'ai appris dans un pays qui n'était pas le mien, mais mon pays de cœur et mon pays d'adoption, j'avais envie, lorsque je suis rentrée à Madagascar, de partager, et je voulais être une valeur ajoutée. Et donc, lorsque je suis arrivée, j'ai commencé à travailler. Donc, c'est allé step by step dans une société qui a cru en moi, dont le directeur a cru en moi. Et l'aventure a commencé comme ça. Et je suis cofondatrice donc d'une société en agroalimentaire. Et j'avais envie de prouver, de montrer, à travers mon expérience chez L'Oréal, je voulais valoriser le produit Made in Madagascar, le Vita Malagas, déjà à travers les produits alimentaires. Donc, en apportant une valeur ajoutée sur le packaging, sur les emballages, sur les étiquetages, sur les mises en conformité des produits, sur les normes à suivre, de manière à ce qu'on puisse être reconnu à l'international. Ça a été mon objectif premier.
a suivi, ensuite, on m'a fait confiance, on m'a sollicité pour présider, toujours dans le même domaine, dans le domaine de l'agroalimentaire, la promotion des produits faits, créés et entrepris par des femmes de Madagascar à l'extérieur, ce qui est déjà en très, très bonne voie. À la suite, donc par rapport à ces 3 activités, par rapport à la société Sobec, dont je suis la gérante, nous travaillons avec donc, des pots transformés et qui ensuite nous mettons une finition qui est assez impeccable de façon à ce qu'elle soit acceptée à l'extérieur. Une chose à dire sur les femmes à Madagascar, je trouve que nous avons notre place et que lorsqu'on veut, on peut. Il y a des problématiques. Je ne dis pas que c'est simple, je ne dis pas que c'est facile. Nous avons des embûches, effectivement, mais avec détermination, une volonté, je pense que nous pouvons réussir et je maintiens fermement que nous avons vraiment notre place dans la société malgache. La seule chose que je dirais, c'est que il nous manque à Madagascar cette expression. Nous n'osons pas encore et je trouve qu'il faudrait qu'on ose un peu plus pour, je ne dirais pas dépasser, mais pour ne pas... Je voudrais que ce soit une évidence, j'aimerais que ce soit une évidence pour nous, et non pas qu'on se dise que qu'on ressente cette inégalité. Je suis parmi les femmes qui disent que notre liberté, on ne doit pas la revendiquer, mais on la prend. C'est comme ça que je suis bien. Merci Gabriela. Je vais conclure comme ça. Je pense que dans ce que tu disais sur il faut oser, il faut y aller, je pense que Yale et Iris sont un bon exemple de jeunes dynamiques malgaches qui se sont dit c'est ça qu'on veut et on va y aller. Donc je vais leur laisser également nous raconter un peu plus leur parcours. Bonjour à tous. Nous sommes très honorés d'être ici pour vous présenter notre parcours. Nous allons nous présenter parce qu'on est des jumelles, donc on va parler en même temps. Nous sommes Yali et Iris, les gérantes fondatrices de la société de ce nom. À toi maintenant. Notre société, en fait, est basée sur la vente des vêtements de seconde main. Donc, c'est un peu compliqué ici à Madagascar, vu que les préjugés et tout. Mais nous, en fait, on a pensé comme quoi il faut y aller. Il faut aller à fond, c'est notre rêve, la mode et tout. Et voilà. Et on a osé. Voilà, vous avez osé. Peut-être par rapport à ce que vous racontiez un peu hier, quelles ont été les principales difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez dit que c'est sur ce secteur que vous voulez vous focaliser? Alors, les principales difficultés, c'était d'abord c'était le manque de financement. Mais déjà, pour vous raconter d'abord le début de notre histoire, c'est qu'on a commencé par 30 000 ariars chacune, c'est-à-dire environ 7,50 € par personne, chacune, quoi. Voilà. Donc, on a dit, pourquoi ne pas utiliser cette somme qu'on a gagnée et on va acheter des vêtements de seconde main. Et on va assumer que nous sommes les vendeuses et qu'on va montrer à tout le monde que nous, on assume notre travail, on va prendre les photos nous-mêmes et on va montrer notre visage. Vu qu'on aime bien les marchés, aller finer partout, et on n'a pas honte de dire qu'on aime bien les vêtements de seconde main, il y a des perles rares dedans, et on s'est dit pourquoi ne pas se lancer. Et puis avec les 30 000 ariars chacune, on a commencé à monter notre société, et on en est là jusqu'à maintenant. On a commencé avec 23 vêtements. Et lors de la première publication, tout a été vendu. Et après, on a dit, on va continuer, ça marche bien. Et maintenant, on est à 7000 vêtements par mois. Par semaine. Par semaine, oui. Alors, le deuxième chiffre qui est important, c'est que vous employez aussi 38
personnes. Oui. Voilà, donc. On est à effectif, on est à 38 employés et on gère tout ça. Et en fait, c'est une fierté pour nous, comme quoi on a commencé petit. Et notre objectif, c'est vraiment dépasser Zara. Très bien. That's the objective. C'est parfait. Il faut rêver en grand. Et moi, je suis sûre que dans 5 ans, je reviens. Et la discussion sera très différente. Donc, continuez. Notre dernière panéliste, c'est Soul, qui a aussi une belle histoire, qui commence et qui peut aussi nous parler de ce parcours-là et de comment est-ce qu'elle a eu l'idée et comment est-ce qu'elle y arrive encore aujourd'hui. Bonsoir à tous, je m'appelle Soul ou Raza Kazaf et je suis donc la fondatrice de Ivanka Madagascar. Ivanka Madagascar est une boîte locale de production artisanale d'huile de coco, vierge, bio et surtout extraite à froid. Alors tout a commencé en 2015. Étant adepte des recettes, tutos, remèdes naturels piochés sur Pinterest, YouTube, bref, mon meilleur ami Google, je suis tombée sur une recette qui proposait donc l'huile de coco alimentaire. Je connaissais l'huile de coco pour les cheveux, pour nourrir les cheveux. Je connaissais l'huile de coco pour soigner les coliques de bébé, étant maman. Je connaissais aussi l'huile de coco pour traiter les poux des enfants. Mais je ne connaissais pas l'huile de coco comestible, en fait. Et j'ai commencé à approfondir mes connaissances dessus. Et j'ai cherché partout dans Tana, dans les grands supermarchés, dans les pharmacies et tout ça. Et je n'en ai pas trouvé. C'est alors que l'idée m'est venue de produire mon premier pot d'huile de coco extraite à froid. Extraite à froid signifie la méthode et sans cuisson, c'est-à-dire que l'huile a été obtenue sans cuisson, ce qui est tout à fait nouveau ici à Madagascar parce que nous connaissons l'huile de coco obtenue par cuisson. Et donc j'ai commencé à montrer ça à mon mari, à mes copines, à la famille et tout ça. Et un jour, une amie à moi m'a tout simplement poussée avec mon mari en me disant « Vas-y, lance-toi, c'est nouveau, voilà, c'est ton bébé » et ainsi est né Ivanka Madagascar. Très bien. Alors, par rapport aux difficultés que j'ai pu rencontrer, la première difficulté a été de concilier en fait la vie familiale et la vie professionnelle. Au début, je ne voyais vraiment pas. Je pensais d'abord que ça allait, que l'entrepreneuriat allait m'aider à pouvoir m'organiser. Mais finalement, je me suis retrouvée dans un premier temps submergée par le poids des responsabilités. Et donc, je n'ai eu de formation finalement que mes expériences en apprenant et en plongeant corps et âme dans l'univers de l'huile de coco. Et j'ai eu le soutien inconditionnel de mon mari, de mes amis et de la famille surtout. Et voilà, si aujourd'hui je voudrais mettre un point sur... si je pouvais proposer aujourd'hui un début de solution, ça serait donc voilà, le soutien. C'est le soutien d'ordre financier,
comme l'ont dit Yal et Iris, un soutien institutionnel, c'est-à-dire soutenir le Vita Malagasy, fait à Madagascar, et puis un soutien qui me tient à cœur aussi, c'est le soutien les femmes entre les femmes elles-mêmes déjà. Voilà. Merci beaucoup, Soul. Je pense que tu as abordé un peu les 3 points importants, donc les 3 types de soutien. Hier, dans notre discussion, Gabriella, tu avais également mis l'accent sur un 4e point, qui était l'accompagnement technique et formation. C'est également quelque chose que Madame Radzoel a un peu abordé en parlant d'éducation, mais j'aimerais bien que dans ton secteur d'activité, tu nous en dises un peu plus. Oui, tout à fait. Effectivement, hier, j'ai évoqué lors de notre entretien que il ne suffisait pas, je trouvais qu'à Madagascar, les femmes manquaient d'accompagnement, d'appui financier, d'appui technique, de formation. Et compte tenu du contexte, en réfléchissant bien, je pense qu'il y a aussi un côté culturel qui en ressort à partir de l'instant, comme elle a évoqué tout à l'heure, c'est que le soutien familial est très important. Et je pense que c'est ce que nous manque à Madagascar. Nous sommes comme sous un plafond de verre. On a une vision, mais avec des limites. Et qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui ont cette volonté réelle d'avancer, mais qui ne peuvent pas ou qui n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne les booste pas. Et je crois qu'il faut, pour qu'elles aient le déclic, il faut vraiment les accompagner, les informer dans ce sens. Je crois que c'est primordial. Très bien. Iris et Yali, par rapport à votre parcours, quand vous vous êtes lancé un peu sur un sujet qui vous passionnait, c'était la mode, mais vous avez aussi eu une approche un peu novatrice. Comment est-ce que cette approche novatrice vous est venue et qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans votre business ? Alors, en fait, tout a commencé à l'école. On a fait des formations en finance et comptabilité. Et donc, à travers ça, en fait, on s'est dit, toi et moi, on ne sera jamais employés, on sera chef d'entreprise. Et on a eu cette vision depuis toujours, jusqu'à maintenant, même si on est déjà chef d'entreprise, mais on a encore, en fait, c'est encore très haut l'objectif, mais il faut qu'on atteigne, on va y arriver et rien n'est impossible. Pour vous deux, il n'y a pas de plafond de verre, non, c'est clair. Non. Mais du coup, qu'est-ce qui fait ça ? Pourquoi vous avez eu ce déclic ? Pourquoi vous avez et comment est-ce que cette vision et cette ambition peut être transmise à beaucoup plus de femmes pour qu'elles puissent s'engager sur ce chemin-là également ? Plus on te critique pour ce que tu es, plus tu le fais. Et c'est ça le rêve, en fait. Si tu écoutes les autres, ne fais pas ça. Et si tu aimes ce que tu fais, tout se réalisera. Mais il faut juste la patience et la passion. Voilà. Parce que si on n'a pas aussi de rêve et de fixer sa vision jusqu'à la fin, au milieu, tu vas trébucher et tu vas retourner en arrière. Mais nous, même s'il y a des gens qui donnent des préjugés, qui nous déstabilisent parfois et tout ça, ça nous fait toujours avancer parce que c'est une échelle en fait. Ça nous fait monter et après ils verront que ça a porté des fruits. Voilà. Très bien. Peut-être on va ouvrir s'il y a des questions dans l'audience ou des commentaires ou des contributions. Parce que ce n'est pas juste un débat à sens unique, donc n'hésitez pas. Oser, c'était le mot ici. Je vais mettre là. Bonjour, je m'appelle Yvette Sida. Je voudrais tout d'abord dire combien il m'a été agréable d'avoir écouté Madame Anja Zuel.
À l'orée de la... Madame... Oui, Mial Razouel. À l'orée de la fête des mères, je dois dire une chose. C'est que je suis très fière de cette génération de femmes à Madagascar, une génération de femmes entreprenantes et surtout très agréable à voir. Mais vraiment très heureuse parce que, Madame Razouel, ce matin, on a abordé une thématique importante concernant l'usage du bois de chauffe et de la pression sur la forêt que nous sommes en train de commettre et qui met en péril à Madagascar notre environnement. Et de voir qu'il y a une femme avec un leadership réel qui se soucie du bien-être des ménages malgaches, notamment nos sœurs en milieu rural, et qui propose une solution innovante. C'est ce dont nous avons besoin, car nous avons besoin d'un changement drastique de mentalité à Madagascar. Merci Madame Silla pour ce témoignage. Par ailleurs, je rends hommage aussi aux 4 jeunes femmes qui sont là. Je rends hommage à leur dynamisme. Et je voudrais dire, vous disiez tout à l'heure que chez vous, on disait la femme, c'est la moitié du ciel. Je compléterai par ce qu'on dit à Madagascar, les femmes, ce sont les dames du ciel. Indien Bavland. Et enfin, je voudrais dire, mesdames, vous avez dit, il faut oser. Donc de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, n'est-ce pas? Vous avez dit il faut un soutien institutionnel sur le plan financier, notamment lorsque vous avez parlé de l'huile de coco. Hormis cela, quelle pourrait être d'autres, je ne sais pas, ma suggestion que vous pourriez émettre pour que nous puissions aider nos sœurs qui sont en milieu rural? Faire fi des conventions, vous avez dit. Troisième, je n'avais pas noté. Mais est-ce qu'il y a encore autre chose? Merci beaucoup. Astou, peut-être que tu peux éclairer l'assistance et Madame Silla sur cette question. Toi qui as une grande expérience, tu connais les bonnes pratiques par ailleurs en Afrique et le milieu rural. Une piste? Oui, plutôt je vais... Peut-être avant que je donne mon grain de sel d'experte, est-ce que vous avez d'autres contributions, sachant qu'encore une fois, la connaissance du contexte local est encore plus importante que l'expertise internationale. Donc, je vous laisse peut-être la parole avant de dire les... Oui, non? Moi, pour les femmes rurales, nous avons pas mal de projets pour bientôt, pour créer des emplois. Parce que notre intérêt, ce n'est pas un intérêt personnel, mais c'est un intérêt pour tout le monde, pour rendre la fierté des Malagasy, c'est-à-dire à notre moyen, notre propre moyen, nous voulons créer beaucoup d'emplois, surtout à les femmes au foyer, les jeunes qui sont en difficulté, qui n'ont pas l'occasion d'aller à l'école, de finir leurs études. Et nous comptons vraiment faire cette genre de vocation. Voilà. En fait, j'aimerais juste rajouter. Ce qui manque en fait ici à Madagascar, c'est un institut de formation professionnelle gratuite. Parce que si c'est payant, c'est pas tout le monde qui peut y aller. Et c'est vraiment ça en fait qui manque, les moyens de venir ici sur Tana. Déjà, c'est un autre point. Et aussi une école sur les côtes, si je peux dire, sur les côtes, des écoles spécialisées professionnellement, je ne sais pas. Mais en fait, c'est ça qui manque ici à Madagascar. Okay. Pour rajouter à ça et pour répondre à votre question, pourquoi pas mettre en place des fonds de financement
spécialisé pour les femmes qui vont finalement créer des entreprises génératrices de revenus. Voilà, ça serait ça mon idée. Alors, et bon, je rajoute aussi... Ah, pardon, excusez-moi. Des fonds de financement à taux réduit, s'il vous plaît. voire gratuit. Bon, pour qu'on puisse en bénéficier gratuitement. Alors, pour les femmes en milieu rural, effectivement, c'est un gros problème, étant donné qu'elles n'accèdent pas du tout, comme nous, comme elle disait tout à l'heure, si justement, pour venir à Tana, c'est déjà tout un problème, et que ça fait partie de ce que je disais tout au début, qu'il fallait un accompagnement, et que ces femmes ont de la volonté, mais il faut que nous menons des actions sur le terrain, parce que à nous de leur apporter, de les accompagner, d'informer et de les former et de leur montrer qu'est-ce qui se passe ailleurs que dans leur milieu qu'elles vivent déjà au quotidien et qui n'est pas très simple. Et je pense qu'il faut aller sur le terrain, s'approcher d'elles, de leur dire voilà comment ça se passe, en les aidant, en les impliquant au quotidien par rapport à ce qui peut se passer, ce qu'on peut promouvoir et qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait exister pour qu'on puisse aller plus loin ensemble. Le vrai problème, c'est qu'elles n'y accèdent pas. C'est un problème d'accès. Et je pense qu'avec un accompagnement et une formation sur place, ce sera déjà un grand pas. Alors, je vais juste synthétiser parce qu'elles ont tout dit. Il y a 4 éléments qu'on prend en compte essentiellement quand on parle d'autonomisation des femmes. Le premier, c'est vraiment la sensibilisation. Quand on parle de sensibilisation, c'est ce travail qu'on fait de montrer ce qu'il est possible de faire et les potentiels que les femmes économiques, sociales, ce qu'elles peuvent tirer de leur autonomisation. Le deuxième point, c'est l'accès à la formation. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas, et donc il faut apporter ce savoir-faire, ces méthodologies, ces formations à ces femmes qui en ont besoin. Le quatrième point, et c'est un point crucial, c'est l'accès au financement. On ne peut pas démarrer d'activité, on ne peut pas s'autonomiser si on n'a pas accès au financement, parce que vous allez trouver, comme on l'a dit tout au long de la journée, les femmes sont les plus vulnérables, les femmes n'ont pas de patrimoine, et cet accès au financement est souvent lié à un autre point qui est plus culturel / sociologique, sur lequel les femmes n'ont pas ce patrimoine. Souvent, vous avez accès au financement parce que vous donnez en garantie votre terre, votre bétail, et vous avez accès à un crédit. Les femmes n'ont pas ce droit de propriété-là. Le dernier point, c'est l'accès au marché. Et ça, c'est vraiment un travail plus global. D'aujourd'hui, quand une femme a une production en milieu rural, comment est-ce qu'on apporte cette production-là vers les centres de consommation? Même à Tana, peut-être qu'il y a des zones dans lesquelles les femmes ont des idées, mais qu'elles n'arrivent pas à faire arriver vers leur marché cible. Donc ce sont généralement ces 4 axes qu'on regarde quand on parle d'autonomisation des femmes, mais je pense que chacune d'entre elles l'a très bien dit et très bien illustré sur des exemples tout à fait pertinents. Nashwat. Merci à vous 5 d'avoir partagé avec nous votre regard sur la femme, sur le rôle qu'elle peut jouer dans le développement économique de Madagascar. Et donc, il nous revient à nous tous maintenant d'investir et de croire résolument tourner vers l'avenir dans ce capital humain. J'aimerais vous inviter à les applaudir, car elles ont fait preuve de courage. Et maintenant, j'aimerais inviter Stéphanie et Ansou, 2 jeunes pousses de la start-up Curly How, à venir pitcher leur entreprise. Savez-vous
quelle est la pire des sensations qui puisse encore arriver à une femme en 2018 ? C'est de se sentir rejetée, de ne pas être libre de s'exprimer et de perdre son identité. Les hommes ont toujours été synonymes de force et les femmes de beauté. La société a établi des standards de beauté qui dictent comment les femmes doivent se vêtir, comment elles doivent se comporter et personnellement pour nous, comment nous devons nous coiffer. Pendant plusieurs années, depuis ma plus tendre enfance, j'ai été discriminée. Mes amis m'ont rejetée et j'ai développé un complexe avec le regard de ma famille et j'ai reçu des insultes d'inconnus à cause de mes cheveux, quelque chose dont je n'ai pas le contrôle. De ce fait, pendant plusieurs années, les salons de coiffure étaient ma deuxième maison. Je suis passée d'un salon de coiffure à un autre et essayé tous les lissages qui existent à Tana pour me soumettre aux normes rigides de la société. Je me souviens encore de ces moments embarrassants où mes amis m'invitaient à la piscine, ou lorsque je commençais à transpirer, ou même lors des saisons des pluies, je souhaitais que la terre s'ouvre en deux pour m'y cacher parce que j'avais honte de la texture de mes cheveux. Je me rejetais moi-même et je ne m'acceptais pas. Parce que quelque part, je me dis que j'ai raté quelque chose. Parce que vous avez... Je pense que ce n'est plus une histoire de beauté, c'est plutôt une histoire de présentabilité. Donc veuillez bien vouloir m'excuser si l'état de mes cheveux en ce moment vous choque. Une histoire qui me parle, car il y a une similarité entre l'histoire de Stéphanie et la mienne. Et probablement, au moins une personne dans la salle s'identifie ou s'y reconnaît. Mais à plus forte raison et à plus grande échelle, il ne s'agit pas d'ici de 1, de 2, mais de millions de personnes à Madagascar qui n'assument pas encore leurs cheveux naturels. Pour notre part, nous avons été attentives aux besoins de nos cheveux, nous avons appris à en prendre soin et c'est vraiment devenu une passion pour nous. Étant entrepreneurs, nous croyons que les problèmes sont des opportunités. Et des problèmes, nous en avons plein. Mais parallèlement, nous avons tout autant d'opportunités. Et l'opportunité qui s'est offerte à nous est de souligner la méga diversité de Madagascar. Non seulement de par sa richesse naturelle, tant entendue, mais surtout de par son peuple, nous, les Malagasy. La diversité de nos origines est un sujet dont on ne communique pas assez, sauf peut-être pour nous disputer. Effectivement, à Madagascar, nous avons une barrière linguistique, culturelle et surtout ethnique. Mais en 6 mois, nous avons pu affirmer que nous avons trouvé un terrain d'entente entre tous les Malagasy. Et devinez quoi ? Ce sont les cheveux. Nous avons un métissage et une diversité incroyable. Mais nous avons les mêmes origines qui nous mettent tous sur le même pied d'égalité. Que l'on vienne de Mahadzang, de Tuamasin, d'Intiran et de Tuliar, la couleur et la texture de nos cheveux est notre dénominateur commun. Depuis décembre 2017, Depuis décembre 2017, nous avons réuni des hommes, des femmes, des jeunes, des parents et des enfants qui ont vécu durant toute leur vie le silence du fardeau d'avoir tout simplement les cheveux texturisés. Et nous avons écouté leurs histoires, nous avons été émus et touchés. Et c'est comme si nous revoyions notre propre histoire à l'intérieur. Et puis nous avons décidé d'agir. Curlia est une plateforme qui réunit les personnes au sujet d'échanges et de discussions autour de la thématique des cheveux texturisés. Et bientôt, nous allons ouvrir un salon où ces personnes se sentiront aimées, acceptées et à l'aise dans leur peau. Un magazine qui souligne en fait la diversité ethnique. Donc nous voulons célébrer la diversité ethnique à Madagascar à travers ce magazine. Et puis enfin, une marque qui sera en fait un moyen de découvrir les richesses naturelles de Madagascar à travers des produits spécialement pour les cheveux texturisés. Et nous savons que ces cheveux sont compliqués, un petit peu comme les femmes, mais nous avons compris ces besoins.
Dès lors, nous pouvons dire que ces cheveux ne s'arrêtent pas à une simple histoire de cheveux, mais qu'il y a profondément une identité culturelle à l'intérieur. Et c'est cette même histoire de cheveux, et ce sont ces cheveux qui ont une place importante pour les femmes, prioritairement, mais également aux yeux des hommes. Observez juste autour de vous. Regardez les femmes autour de vous, à gauche, à droite, devant, derrière, et regardez comment elles ont dû faire de l'effort aujourd'hui pour pouvoir être présentables, avoir la satisfaction de leur apparence. Et porter une attention particulière à leurs cheveux. Certains ont probablement arrêté de nous écouter quand nous avons parlé d'apporter le changement à partir des cheveux. Peut-être que cela n'a pas de sens pour vous, mais c'est cette même idée-là même qui nous a donné l'opportunité de prendre la parole devant vous aujourd'hui. Nous ne souhaitons pas qu'à l'âge de 5 ans, les enfants se soucient déjà de leur apparence, l'âge où les enfants apprennent à aimer la vie. Nous ne souhaitons pas également que les adolescents cessent de croire en eux parce que quelque part dans leur vie, ils ont perdu confiance en eux à cause des traits physiques qui font qu'ils sont malagasy. Nous ne voulons pas que les jeunes adultes se sentent exclus ou qu'ils ressentent l'obligation de devoir se conformer à un moule qui ne les représente pas, à un moment de leur vie où ils sont en train de bâtir leur avenir, ni en aucun cas des parents à devoir expliquer à leurs enfants pourquoi ils sont mieux lisses. Observez autour de vous. Tout est à refaire à Madagascar, mais c'est justement là la force de notre pays. Mais il faut commencer par commencer, et c'est là que nous entrons toutes et tous en jeu. Nous n'avons pas de success story à vous raconter parce que nous sommes en ce moment même en train d'écrire la nôtre. Mais ce qui est sûr, c'est que vous allez rentrer avec de nouvelles perspectives. Peut-être qu'aujourd'hui, nous vous avons fait rire avec des histoires à propos des cheveux, ou nous vous avons sensibilisé, ou même nous avons réveillé l'esprit entrepreneurial qui sommeille en vous. Mais si c'est ce qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est là le début de notre succès. Merci beaucoup. Bravo les filles. Je crois que vous venez de convertir toute l'assistance aux cheveux bouclés. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir assisté à ce panel femmes qui prend fin. Nous allons marquer 15 minutes de pause et nous nous retrouvons pour le prochain panel et dernier panel de cette journée, le panel Bonne Gouvernance. Merci.